J'ai toujours été suspicieux par rapport à ceux qui prétendent que les jeunes sont incultes ou ignorent à propos du passé. C'est sûr que si on leur pose des questions très précises, par exemple, qui fut le premier ministre du Québec, ils ne sont pas capables de répondre à cette question-là. Par ailleurs, ils sont très vite sur le piton et donc vont trouver la réponse instantanément grâce à leur téléphone intelligent. Donc, j'ai décidé d'utiliser une autre méthodologie, non seulement pour, disons, aller chercher le stock de connaissances qui habite leur esprit, mais aussi peut-être pour entrer au cœur de leur conscience historique, c'est-à-dire de leur système de représentation concernant le passé du Québec. Voilà. J'ai ramassé entre 2003 et 2013 plus de 5000 réponses à une simple question. Raconte-moi l'histoire du Québec comme tu la connais. Il y a eu des phrases géniales, par exemple, « J'ai pas eu le temps de finir, I'm sorry, point d'interrogation ». L'histoire du Québec est un casse-tête dont les pièces se retrouvent ici ou ailleurs. There were a lot of agreements and arguments. Bonjour. Bonjour, ça va? Le maquillage, c'est pas ma tasse de thé, mais bon. Il faut passer par là. Hein? Oui. C'est pas un essai, c'est une étude qui ne se veut pas polémique. Maintenant, comme vous le savez, l'histoire est littéralement une religion au Québec. Alors, bonsoir à tous. Je me présente, Marie-André Lamontagne. J'aurai le plaisir d'animer la prochaine... Alors, j'espère cette fois-là que les gens iront au-delà du nom qui couvre la page couverture et liront l'essentiel des argumentations, sinon la totalité du livre. Aussitôt, toute une série de questions qui surgissent. Comment enseigner l'histoire? Quoi enseigner? Quelle vision? Et ça, c'est au cœur de ce livre. Quelle vision les jeunes Québécois ont-ils du passé et de l'histoire du Québec? Les points de vue sont nuancés, sont étoffés de données et l'analyse s'est voulue dès le départ aussi rigoureuse que possible. Et j'ai lieu de croire que si on réalisait maintenant la même recherche que celle que j'ai faite, on parviendrait vraisemblablement aux mêmes conclusions. Sollicite. Eh bien, son titre, Je me souviens, le passé du Québec dans la conscience de sa jeunesse. Jocelyn Letourneau, vous en êtes l'auteur, vous en êtes le maître d'œuvre, parce qu'en fait, on pourra... Pour une fois, on a ici un corpus, c'est d'ailleurs l'un des corpus les plus volumineux, un des corpus du genre les plus volumineux dans le monde, et on peut étayer, je dirais, nos prétentions quant à l'ignorance putative des jeunes. Ils ne sont pas ignorants, ils savent sans savoir jusqu'à un certain point. Ce livre, ce sont des chiffres, des données qui sont très, très précieuses pour comprendre la perception que les jeunes Québécois peuvent avoir du passé. Alors, vous êtes historien, titulaire à l'Université Laval à Québec de la chaire de recherche du Canada en histoire du Québec contemporain. Et donc, les rapports entre histoire, mémoire et identité sont au cœur de vos recherches des dernières années. Jocelyn Letourneau, si vous voulez bien, on va présenter un peu ce livre. On va d'abord parler de méthodologie, parce que ce sont des données, ce sont des chiffres que vous avez recueillis. Il faut le faire avec méthode. C'est une enquête que vous avez menée auprès des jeunes et cette enquête se déroule sur 10 ans. Dites-nous un peu comment vous avez procédé. Ça fait un bon moment que j'œuvre dans le monde académique, dans le monde de la recherche. Et c'est probablement, oserais-je dire, l'idée la plus simple, non pas la plus simpliste, mais la plus simple de recherche que je n'ai jamais eue, mais probablement l'idée la plus porteuse parce que cette recherche-là, le concept de cette étude-là, a été emprunté par des collègues français, par des collègues suédois, par des collègues allemands, catalans aussi. Et donc, sur le plan méthode, moi j'ai toujours, enfin j'ai 4 enfants, j'aime beaucoup les jeunes, il y en a circulé plein de jeunes à la maison, les amis inévitablement. Et j'ai toujours été fasciné par l'intelligence des jeunes. Et bon, vous le savez, au Québec, on dit souvent, fréquemment, sans toujours s'appuyer sur des études vraiment amples ou vastes, ou même sur des études tout court, que les jeunes ne savent rien à propos du passé. Et ce qui n'est pas faux, mais il faut nuancer cela. C'est-à-dire que si on leur pose des questions très précises sur le passé, qui fut le premier ministre du Québec, par exemple, ben, écoutez, presque 100% d'entre eux ne le sauront pas. De la même façon, si on leur demande à quel moment a eu lieu la grève de l'amiante, la réponse est 1949, on le sait tous probablement dans cette salle-là, mais les jeunes ne le savent pas nécessairement. Ce qu'on oublie, évidemment, c'est que les jeunes ont des téléphones intelligents et trouvent la réponse en 3 secondes. Alors, je me suis dit qu'on pourrait procéder autrement en leur posant une question extrêmement large et vaste. Et la question que je leur ai posée est la suivante. Raconte-moi l'histoire du Québec comme tu la connais. À laquelle question, donc j'ai adjoint une deuxième question, qui est la suivante et qui est la base du livre. Si tu avais à résumer l'histoire du Québec en une phrase ou une formule, qu'écrirais-tu personnellement? Mais ça, c'était déjà plus difficile, non? Une phrase, une formule, il faut... C'est vrai. Ça fait appel à des qualités de synthèse assez remarquables. C'est vrai. Et donc, c'est très important d'inviter les jeunes à produire cette phrase après qu'ils eussent produit le texte.
qui ici prend 3 pages, 3 paragraphes, c'est selon leur inspiration du moment. Et les récits, j'en ai amassé, disons, près de 5000. On en a ramassé parce qu'inévitablement, j'ai été, bien sûr, assisté par une équipe de recherche et on a compté, je dirais, sur la collaboration empressée d'enseignants par toute la province, du reste. Donc, 5000 récits, c'est un corpus fantastique et des phrases, j'en ai 3423 exactement. Et la période, donc, de l'enquête, c'est 10 ans Oui. 2003-2013. Bien évidemment, je me suis fait jouer un peu par ceux qui ont décidé d'implanter une réforme en 2006. C'est-à-dire que j'aurais aimé sortir mes données bien avant. Mais en 2006, donc il y a on a remplacé le programme, le cours d'histoire du Canada, du Québec et du Canada par un cours d'histoire et d'éducation à la citoyenneté. D'histoire et d'éducation à la citoyenneté. Donc, je me suis laissé convaincre par mes assistants de recherche qu'il était tout à fait intéressant, même obligatoire pratiquement, d'étendre la recherche après la réforme. Et c'était une idée assez intéressante dans la mesure où, bien sûr, vous le devinez, on pouvait d'ores et déjà comparer les gens que j'aime bien appeler les non-réformés et donc les réformés, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas suivi le cours Histoire, Éducation à la citoyenneté, mais plutôt le cours Histoire et du Québec-Canada, et donc le cours Histoire, Éducation à la citoyenneté. Et on verra dans quelques instants, enfin, de toute façon, il n'y a même pas un suspense, les données sont là, on va les manipuler là tout au cours de la prochaine heure, on verra que finalement, il n'y a pas une très grande différence entre les réformés et les non-réformés. Alors, c'est une des surprises de cette enquête. Finalement, l'écart n'est pas si grand pour ce qui est des connaissances. Des connaissances ou de la perception? Parce que là, on touche à deux domaines. Ce qui m'a d'abord intéressé, évidemment, en analysant les phrases, je ne pense pas qu'on entre au cœur du stock de connaissances connues ou maîtrisées ou assimilées par les jeunes. C'est impossible. C'est au fond sans surprise qu'il n'y ait pas tant de changements que cela dans les représentations des jeunes entre ceux qui ont suivi le cours Histoire, Éducation à la citoyenneté et ceux qui ne l'ont pas suivi. Parce que si on peut penser qu'à l'échelle individuelle, les représentations que l'on se fait du passé, de sa société, de sa nation, peuvent changer allègrement, ou en tout cas assez régulièrement, à l'échelle collective, c'est vrai pour le Québec, c'est vrai pour le Canada, c'est vrai pour toutes les nations du monde, les représentations ne changent pas si rapidement. Ou alors une révolution, carrément, où là, on peut réécrire l'histoire en voulant écrire l'avenir. Voilà, mais encore là, il y a des chercheurs américains qui ont montré à quel point, par exemple, la transformation que l'on a voulu des consciences historiques en Russie, par le biais de l'enseignement, inévitablement, on leur présentait une nouvelle histoire de Russie, ne donnait pas tout à fait des résultats. Il s'agissait que le changement, qu'on observe un changement de régime pour que tout à coup, les jeunes Russes et la population russe, en même temps, reviennent à ces trames narratives qui sont enracinées dans une mémoire collective qui souvent transcende les régimes politiques. Et qui, elle, est lente et longue, et sur la longue durée. La formule que j'utilise dans le livre, c'est « les jeunes savent sans connaître ». C'est-à-dire que ils ont effectivement un stock de représentation assez simple, forte, mais précisément forte à cause de leur simplicité, mais plein de trous dans leurs connaissances empiriques. Est-ce que ces connaissances-là ou est-ce que ces représentations-là sont adéquates par rapport à la réalité du passé? Parfois oui, la plupart du temps, non. Mais c'est qu'ici, on n'est pas dans le monde de la production savante de l'histoire, on n'est pas dans le monde des historiens, on n'est pas dans le monde, je dirais, de la recherche pointue, on est dans le monde de la production populaire du sens historique. Mettez-vous à la place d'un jeune de 15-16 ans, on pourrait même dire 17-18 ans, on pourrait même dire d'une personne comme moi de 56 ou 7, je m'en rappelle même plus. Le monde est complexe. On a besoin de le comprendre. La plupart du temps, on applique à ce monde complexe dans lequel on doit se situer en tant qu'être intelligent des schémas, des modèles d'entendement, de compréhension qui nécessairement vont être bien davantage simples. Prenez simplement l'exemple de la Syrie à l'heure actuelle. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la Syrie. Je m'intéresse à la question de la Syrie et du Moyen-Orient comme n'importe quel citoyen qui veut être informé. Extrêmement difficile pour moi de savoir, par exemple, et là je me mets dans la situation d'un jeune de 15-16 ans, qui sont du côté des forces progressistes, qui sont du côté des forces réactionnaires en Syrie à l'heure actuelle. Forces progressistes, forces réactionnaires, voilà déjà une première structure binaire, dichotomique, de compréhension de la situation syrienne, qui est au fond, jusqu'à un certain point, tellement compliquée qu'elle devient confuse. L'histoire est une immense zone grise
hein, que l'on veut éclairer à partir, je dirais, de couleurs qui sont voyantes, attrayantes, spectaculaires, intéressantes et compréhensibles. Mais Jocelyn Letourneau, donc l'exemple de la Syrie, reprenons-le, il s'agit de la Syrie, il s'agit de l'actualité, mais s'agissant de jeunes Québécois, francophones et anglophones, hein, votre échantillon est très large de ce point de vue, l'objet, c'est tout de même la connaissance de l'histoire du Québec et du Canada. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas mettre sur le même plan de nécessité de connaissance, la connaissance de l'histoire de son pays? Encore, en fait. Mais de ce point de vue-là, les jeunes sont en quelque sorte un miroir de la société. Ils ne sont ni moins connaissants, ni plus connaissants que l'immense majorité de la population. L'histoire est un terrain fuyant, l'histoire est un terrain vague, l'histoire est un terrain complexe. Comment mettre la main, comment assimiler cette compréhension du passé? Il y a des jeunes hein, qui sont brillants de nature ou qui s'intéressent particulièrement à l'histoire, qui vont accumuler un stock de connaissances qui contenterait probablement ceux qui voudraient que tous les jeunes soient littéralement des historiens novices. Mais l'immense majorité des jeunes n'auront jamais ce rapport d'intensité, de volonté, de désir de connaître profondément l'histoire de leur société parce qu'ils n'en ont pas besoin pour vivre efficacement au présent dans leur société. Mais ils ont peut-être besoin d'une culture historique, en revanche. Oui, en fait, théoriquement, oui, personne n'est contre la vertu. Je serais le premier à désirer que tous les jeunes soient littéralement des encyclopédies historiques ambulantes, mais ils ne le seront pas, parce qu'ils n'en ont pas besoin. De la même façon, on dit souvent, bon, deux choses, vous voyez, qu'on entend très régulièrement. Si vous ne connaissez pas bien votre histoire, vous ne serez pas bon citoyen. Sincèrement, réfléchissez à une telle proposition 2 secondes. On peut être très bon citoyen sans ne rien savoir de l'histoire de son pays. On peut très bien connaître l'histoire de sa nation et être le pire citoyen. De la même façon, qui sont ceux qui disent que l'histoire, si on ne connaît pas l'histoire, on se met dans la position de la répéter. Écoutez, les génocides existent depuis que le monde est monde, et je suis à peu près certain que tant qu'il y aura trace d'humains sur la Terre, les génocides se perpétueront. Alors non, les êtres humains vivent au présent, ne tiennent pas compte des leçons du passé, et regardent plutôt vers l'avenir que vers le passé. Dans votre livre, vous distinguez, parlons un peu de nomenclature, hein. Vous distinguez la conscience historique et la mémoire historique. Partons de la mémoire historique. La mémoire historique, finalement, c'est le précipité de l'ensemble de ce qui est vécu, de ce qui est perçu par un être humain. Vous vivez une situation, elle s'enregistre presque intégralement dans votre esprit. On n'est plus en présence ici d'un être qui reçoit passivement la connaissance qui lui est transmise, mais plutôt d'un être qui réagit activement par rapport à la connaissance qui lui est transmise pour se l'approprier, l'assimiler et la mobiliser aux fins de son action présente. Je donne juste un exemple. La bataille des Plaines d'Abraham en 1759. Soit dit en passant, jamais personne n'a voulu nier qu'il y a eu une bataille qui a été perdue par les Français et les Canadiens et les Autochtones en 1759 sur les Plaines d'Abraham, le 13 septembre exactement. Bon, c'est un fait réel, véridique, incontestable. Je me retrouve avec une phrase écrite par un jeune qui est très forte dans sa simplicité. « Tout a commencé par la défaite ». Comprenez-vous que là, on est en présence d'un jeune qui non seulement est au courant de la bataille des Plaines d'Abraham, mais qui l'a assimilé pour littéralement en faire l'axe directeur, l'arbre articulant, la problématique centrale de sa vision du passé du Québec. Alors, la conscience historique, c'est le royaume de la subjectivité. Ah, clairement. Clairement. Alors, la conscience historique peut-elle se passer de la mémoire historique ou la considérer comme secondaire dans son interprétation des faits? C'est-à-dire que là, il y a un beau concept qu'on peut utiliser qui est celui, en quelque sorte, de mythe-histoire. Moi, j'aime beaucoup ce concept de mythe-histoire parce qu'on parle en quelque sorte d'une réalité qui est construite, d'une réalité qui peut devenir monumentale compte tenu des investissements de sens qu'on lui donne, mais qui, néanmoins, s'enracine dans une réalité historique. Qu'est-ce que 1759? Qu'est-ce que la bataille des Plaines d'Abraham? Encore une fois, il y a une réalité, une factualité historique qui est incontournable ici. Il y a eu une bataille en 1759. Mais 1759, à l'heure actuelle, c'est non seulement un fait historique, mais c'est un fait canonique, c'est un fait identitaire, c'est une citadelle mémorielle qui est au cœur, je dirais, de la représentation que les Franco-Québécois notamment se font, mais les Anglo-Québécois sont très connaissants à propos de la bataille de 1759, sauf qu'ils ne l'interprètent pas de la même façon. Tout a commencé par une défaite. On est là dans une vision, mais absolument négative et noire. Ça, c'est un élément qui ressort de votre enquête. On est souvent dans un passé négatif, dans un passé douloureux, dans une vision du passé qui ne donne peut-être pas tellement envie de s'y pencher.
C'est terrible, donc, que des jeunes aient cette vision négative du passé comme... Bien, c'est-à-dire que, oui, disons qu'on peut s'inquiéter, effectivement, qu'une majorité de jeunes, pas tous les jeunes, mais qu'une majorité de jeunes aient une vision... Vous utilisez le mot négatif, je l'utilise aussi dans l'ouvrage. Doloriste, vous dites. Il faudrait multiplier les termes, disons, les synonymes ici. On peut parler de victimante, dites-vous aussi. Victimal, doloriste, combativiste, résistantiste, tragique, dramatique, etc. Bref, cette vision un peu malheureuse, mélancolique. Misérabiliste, le mot est peut-être un peu fort, mais mélancolique, c'est-à-dire nous ne nous sommes pas développés comme nous aurions pu nous développer. On reste une nation inachevée. On reste en quête de quelque chose, une espèce de Graal, si vous voulez, qu'on ne trouve pas. Nous avons raté nos rendez-vous avec l'histoire. Donc, c'est-à-dire qu'on peut être inquiet d'une telle vision des choses par des jeunes qui, finalement, vous voyagez tous, vous voyez à quel point les problèmes qui habitent le Québec, en fait, marquent la plupart des sociétés comparables, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, que ce soit le Canada anglais, que ce soit la Grande-Bretagne, etc. Je ne les nommerai pas, ces problèmes, vous les connaissez comme moi. Sauf qu'ici, il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'un jeune, disons, utilise une trame narrative, disons, appelons-les celle de la victimalité. C'est un néologisme, mais je refuse d'utiliser le terme victimaire, parce que victimaire désigne celui qui fait le sacrifice, en quelque sorte, alors que là, on n'est pas dans cette position. Au Québec, on est dans la position peut-être de celui qui subit le sacrifice. Donc, victimal ou victimalité, si vous voulez. Les jeunes utilisent cette trame narrative parce que c'est celle qu'ils connaissent, parce que c'est celle qui est dominante. Mais ça ne veut pas dire qu'ils y croient. Moi, jamais je n'oserais faire ça sur la base du livre que j'ai commis, que l'on puisse dire que les jeunes, compte tenu de la vision qu'ils ont du passé, vont être influencés dans leur comportement au présent par cette vision tragique. Ils peuvent avoir une représentation, disons, dramatique de l'histoire du Québec et être parfaitement heureux, même jovialistes, dans leur présent. Ils peuvent ne pas croire à cette vision du passé qu'ils utilisent tout simplement parce qu'ils avaient à répondre à cette fameuse question ce matin-là. Et c'est le seul script, c'est la seule trame, c'est le seul schéma narratif qu'ils connaissent et maîtrisent. Et de qui de qui l'ont-ils hérité? C'est l'air du temps? C'est la doxa de la société? On n'a pas affaire nécessairement à des cruches à remplir au moment où ils se présentent pour la première fois à leur cours, maintenant en troisième secondaire, quand j'ai commencé l'étude en quatrième secondaire, à leur premier cours d'histoire systématique. Disons, pour le quart d'entre eux, déjà, avant même de suivre ce premier cours, ils sont habités d'une vision, d'une représentation, d'une compréhension tragique ou dramatique de ce qu'a été l'histoire du Québec, qui pourrait être résumée par la formule suivante: on s'est fait avoir. Mais il y en a 75 % d'autres qui ont des visions qui ne sont pas si fortes, qui sont ouverts, disons, à toutes sortes d'autres visions, ou qui, dans un état d'insécurité relatif, on a essayé de faire l'enquête avec les secondaires 4 aussi près que possible du début de l'année scolaire, de telle manière qu'ils n'aient pas été, j'allais dire contaminés, vraiment pas, mais influencés par leur maître, si vous voulez. Sauf que c'était pas possible de le faire la première semaine. Les enseignants, souvent, attendaient la troisième semaine. Donc, Jacques Cartier, les Vikings, les Autochtones reviennent souvent. Donc, ils sont très prompts à reprendre, disons, les derniers détails de leur leçon d'histoire. Mais il y en a quand même le quart, comme vous dites, qui sont habités par ces visions-là. Donc, s'ils ne sont pas des cruches à remplir, ils sont peut-être des plantes à redresser, qui sont courbées, qui sont déjà infléchies là, par ce qu'ils entendent, parce que c'est le même modèle historique qui est reconduit, ou en tout cas qui est ressassé ou repris de l'enfance jusqu'à la vieillesse, parce que vous avez mené aussi des enquêtes auprès des adultes au Musée de la civilisation pour arriver à des constats semblables, c'est-à-dire la même vision négative. C'est-à-dire que le cours d'histoire du Québec-Canada, et on pourrait dire un peu la même chose du cours Histoire, éducation et la citoyenneté, offre quand même un stock de représentation qui consolide possiblement les convaincus ou les déjà convaincus, offre un stock de prêt-à-penser dont se serviront les jeunes pour s'inscrire dans le courant général de cette vision un peu dramatique ou tragique du passé québécois. Par exemple, j'ai des chiffres en tête, là. Tantôt, vous mentionniez 25 % des jeunes de secondaire 4 avant la réforme ont cette vision-là. En secondaire 5, donc après avoir suivi le cours d'histoire nationale, ancienne formule, qui n'est pas fondamentalement différente, attention ici, de cours d'histoire, nouvelle formule, on monte à 40 % pour par la suite parvenir au cégep et à l'université à près de la moitié des jeunes qui vont épouser ces trames narratives un peu mélancoliques, si vous voulez. Évidemment, donc, ils sont confortés dans leur exact. vision. Mais dans des formes de plus en plus complexes. Je ne suis pas en train de dire qu'un jeune universitaire, par exemple, va utiliser exactement les mêmes formules qu'un jeune de secondaire 4.
Au contraire, ça s'est complexifié, cette histoire-là. Mais il y a quand même un dénominateur commun qui est celle de cette idée selon laquelle nous avons raté nos rendez-vous avec l'histoire. Je ne suis pas en train de dire que ce récit-là ne s'enracine pas dans des faits du passé. La grosse question qu'on doit se poser, parce qu'il faut distinguer entre le passé, bien sûr, et l'histoire que l'on fait du passé, c'est cette histoire, disons, qui est balisée par deux concepts centraux, celui de survivance d'un côté et celui de résistance de l'autre, est-elle la plus adéquate pour rendre compte de la complexité, des ambiguïtés, des ambivalences et des dissonances de la société québécoise? Si on me répond oui à ça, moi je dis non, j'oppose un non, parce que je pense qu'il faut au contraire creuser dans cette espèce de grisant et de complexité pour faire ressortir à quel point, par exemple, je ne sais pas, la relation entre les anglophones et les francophones, qui est bien perçue par les deux communautés, ne peut pas être réduite à celle de gagnants d'un côté et de perdants de l'autre, ou de bons et de méchants de l'autre. Qu'il y a une espèce d'interdépendance contrainte entre ces deux communautés, que la société dans laquelle nous vivons s'enracine dans deux traditions qui sont continuellement en tension, mais qui n'ont jamais débouché sur une déstructuration complète de ces deux communautés formant une société qui n'est pas uniforme, mais qui est équivoque jusqu'à un certain point. Donc, une vision tragique de l'histoire québécoise est possible, mais ce n'est pas la seule vision. Ah, clairement pas. Ce serait réducteur. L'un des socles de l'identité québécoise, dites-vous, écrivez-vous à un moment donné, c'est le manque. Hein, vous l'avez évoqué à un instant, là, c'est l'idée selon laquelle le parcours historique des Québécois est sous le signe de l'empêchement, du destin inachevé. Diriez-vous que cette vision est-elle tributaire de la deuxième moitié du 20e siècle, colorée donc par les deux référendums? Écoutez, on n'a pas de recherche comparable, malheureusement, pour des Mais périodes... votre perception, à vous, d'historien? Ce que l'on sait des représentations que l'on a de l'histoire du Québec, on ne le sait que par l'entremise de ceux qui ont écrit sur cette histoire-là. Et ce qui est vrai de dire, c'est que les représentations qu'on s'est faites de notre existence collective a varié selon les époques, mais il y a toujours eu, disons, plusieurs récits qui étaient en parallèle. L'historiographie québécoise est une historiographie extrêmement riche, diversifiée, rendue très loin dans son entreprise de critique d'un espèce de récit par en haut de ce qui s'est effectivement passé. Mais ce récit-là pénètre très mal, je dirais, la mémoire collective québécoise qui reste très fortement enracinée dans ses tropes narratives, dans ses schémas mémoriels et historiaux collectifs qui sont celles d'une nation empêchée d'être. Mais n'est-ce pas le fonctionnement de la mémoire collective, quoi qu'il en soit? Les Français peuvent avoir nos ancêtres, les Gaulois ou... Les sociétés aiment bien se conjuguer autour d'un certain nombre de mots. D'ailleurs, avec un de mes collaborateurs, assistants ici, Raphaël Gagny, on a fait, toujours à partir d'un même questionnaire, mais qui a été adressé à des ressortissants de 5 pays-nations, appelez-les comme vous voulez, dans le monde. Donc, un répertoire des mots-clés. Des mots centraux à travers lesquels les communautés ou les collectivités se disent. Et donc, parmi les pays, disons, enquêtés, excusez le mot, il y avait les États-Unis d'Amérique, il y avait le Canada, mais on pouvait distinguer entre le Québec et le Canada, on pouvait distinguer entre toutes les provinces, si vous voulez, mais on s'est attaché Québec-Canada. Il y avait la Grande-Bretagne, et là, on pouvait distinguer l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles. Il y avait la France aussi. Au total, on avait donc 7 entités. On en est arrivé à un mot clé qui caractérisait chacune de ces nations-là. Et c'est assez intéressant, je vais vous soumettre à l'exercice ce soir. Ça, vous ne le savez pas, je vous surprends là ici. Alors, aux États-Unis, par exemple, quel est le mot-clé? Ben, c'est facile, les États-Unis. Melting pot. Non, c'est freedom, liberté, bien sûr. La France. Non. Fraternité. Et on se rapproche ici un peu quand même. C'est droit, les droits. La patrie des droits de l'homme. Ah, bon, OK. L'Angleterre. Le parlementarisme. Monarchie, on s'en rapproche. Le parlementarisme, non? Empire. Ah, l'Empire. Et là, des copains anglais me disent, mais on parle plus d'Empire dans les cours, les gens ont honte. Pas en train de dire qu'il y avait une représentation positive de l'Empire. L'Écosse. L'Écosse, on commence à se rapprocher du Québec, là, ici, là. Non, pas tout à fait. L'Écosse. Non, c'est pas whisky, c'est battle. Et plus encore, bloody battle. Le Pays de Galles, c'est heritage, donc héritage, si vous voulez. Et là, je vais vous surprendre ou vous confirmer le Canada.
On parle ici surtout du Canada anglais, entendons-nous, là. Non, c'est pas la royauté. Non, c'est facile. C'est diversity, donc la diversité. On m'aurait dit c'est ça qui sortirait, j'aurais dit non, c'est trop facile, c'est trop évident. Et le Québec? Canada, Québec, regardez bien ça. Dualité. Donc, d'un côté, diversity, de l'autre, dualité. Ne sont-ce pas là des mots à travers lesquels la nation canadienne et la nation québécoise se conjuguent? Clairement, on le trouve. Donc, c'est des sortes de plus petits communs dénominateurs, Voilà. mais qui forgent une conscience nationale, du coup, chez les... et qui est travaillée, là, soumise à des tensions, mais ces mots ont quelque chose de séminal, on pourrait dire. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, entrer au cœur de la conscience historique, si vous voulez, c'est retrouver, finalement, articuler ensemble, je dirais, ce trépied fondamental sur la base desquels les sociétés s'édifient, c'est-à-dire l'histoire, la mémoire et l'identité. Donc, il est vrai de dire qu'on ne peut pas réduire l'histoire du pays, d'une nation, d'une société à une phrase. En même temps, cette phrase-là, c'est ce que l'on trouve quand on gratte, on gratte, on gratte, on gratte. On trouve une espèce de roc dur, là, une proposition centrale autour de laquelle tout le reste se met à orbiter. Une espèce de noyau de base, de compréhension de la complexité ou de la réalité passée du Québec. Et l'enseignement de l'histoire doit-il tenir compte de ce mot-clé-là, ou de ces mots-clés-là, ou de ce socle dur? Cette étude-là m'a jusqu'à un certain point bouleversé. Moi, je suis d'abord et avant tout un chercheur, un prof d'université. Alors, je me laisse guider par les questions de recherche que j'ai, je trouve ma matière et par la suite, je réagis en fonction de ce que je trouve, pas nécessairement en fonction, je dirais, des points de vue que j'avais a priori de la recherche. Et moi, j'étais un partisan de, disons, la pensée historique, la pensée critique. Et je pense encore que c'est un objectif très louable auquel parvenir. Mais comment y parvenir? Donc là, je réponds à votre question. Les jeunes ne sont pas des cruches vides qui arrivent à l'école. Pourrait-on partir du savoir qu'ils détiennent déjà et construire ou déconstruire à partir de ce savoir-là et complexifier à partir de ce savoir-là? Et le savoir qu'ils connaissent, c'est d'abord et avant tout un savoir qui est informé par la mémoire. Donc, peut-être dans un premier temps, insister sur ces grands épisodes qui sont au cœur, je dirais, qui constituent la colonne vertébrale du destin de cette société. J'entends, par exemple, la conquête. En fait, c'est ce qui me vient à l'esprit. Là, on pourrait probablement identifier d'autres événements précédents. Ça pourrait être l'arrivée des Européens, etc. Les rébellions, les conscriptions, la Grande Noirceur, la Révolution tranquille, la nuit des longs couteaux, etc. Et dire, c'est ce que vous savez. C'est ce savoir-là, souvent, que vous mobilisez dans le cadre de conversations avec vos copains. On va partir de là, vous allez me dire ce que vous savez à propos de ça, et puis là, on va commencer à remonter la filière de l'histoire. L'histoire complexifiant la mémoire, l'histoire rendant la mémoire beaucoup plus équivoque, beaucoup plus incertaine, non pas pour laisser les jeunes dans une espèce d'absence, absence qu'on peut écrire de deux façons, A-B-S-E-N-C-E ou encore A-B-S-E-N-S. Moi, je suis contre l'idée de, finalement, multiplier les canons interprétatifs et dire aux jeunes, amusez-vous avec ça. Hein? Au contraire, je pense que les jeunes sont en quelque sorte à la recherche d'une interprétation pour ne pas sombrer dans l'océan des complications historiques, mais comme bouée pour se maintenir, je dirais, à flot de l'océan. Et si on ne leur donne pas ces fameuses interprétations aussi complexes que possible, le mot complexe revient beaucoup dans mon propos de ce soir, mais j'y crois, bien, à ce moment-là, très rapidement, ils vont être, je dirais, influencés par, je dirais, les donneurs de leçons. Là. Ceux qui proposent, vous le savez, c'est vrai pour l'histoire, c'est vrai pour n'importe quelle matière, des prêts à penser. Donc, vulnérable aux idéologies. Aux idéologies et aux interprétations mais simples. Jocelyn Letourneau, le principe directeur que vous énoncez, il est intéressant en soi, mais peut-être ses limites touchent-elles au fait qu'il est serein. Puisque une des conclusions de votre, en tout cas un des points saillants de votre enquête, c'est aussi que les jeunes reconduisent la doxa de leur groupe d'appartenance. Oui. Donc, à partir de là, si les jeunes anglo-québécois reconduisent la doxa de leur groupe d'appartenance qui se caractérise souvent par, vous la résumez là, dans l'enquête, là, c'est à partir de leurs réponses. Là, c'est pourquoi les Québécois sont-ils toujours dans le ressentiment? Ils sont partagés entre un désir d'altérité, mais en même temps, et puis les Québécois francophones de leur côté, dans leur propre doxa, comment arriver à élaborer une démarche historique destinée à ces jeunes qui ne sont pas des cruches? Bon, écoutez,
J'ai eu 4 enfants, Comment je vous l'ai se dit mettre d'accord? tantôt. J'ai appris une chose, une leçon que la vie m'a donnée, être patient. Donc, il faut être tout à la fois, je pense, quand on est enseignant, modeste et patient. C'est-à-dire que, écoutez, vous avez une classe d'une trentaine de jeunes devant vous. C'est clair que vous n'avez pas 30 futurs historiens, vous n'avez même pas 30 personnes qui sont intéressées par l'histoire, mais vous en avez peut-être 7 ou 8, pour ne pas dire 10 ou voire 15, que vous pouvez, à un moment donné, je dirais, confronter dans leurs idées acquises. Je me rappelle une fois d'avoir fait à plusieurs reprises, d'avoir utilisé le film de Jacques Godbout, là, Le sort de l'Amérique, et le faire visionner par mes étudiants, qui se divisaient littéralement en 2 groupes. La moitié disait, ben, c'est intéressant finalement, parce que Godbout, vous le connaissez, s'amuse à contextualiser évidemment la conquête à partir de différentes temporalités, de différentes contextualités, si bien qu'à un moment donné, pour un esprit qui recherche la simplicité, ça peut commencer à devenir très mêlant, pour ne pas dire confondant. Et vous avez la moitié de la classe, donc, qui est intéressée par cette nouvelle perspective, qui est même prête à l'absorber, à l'assimiler, et l'autre moitié de la classe qui ne veut rien faire, qui se ferme à cette idée-là. Tu sais, il y a des dévots, hein? Il y a des, pour ne pas dire des bigots de certaines représentations, de certaines visions du passé qu'on ne réussira jamais à extirper de leur matrice de sens qui, pour eux, est un refuge sécuritaire. C'est comme ça qu'ils conçoivent l'histoire de leur pays, parce qu'elle donne sens à la façon dont ils construisent l'identité de leur collectivité au présent. Mais il y a beaucoup de jeunes qui sont ouverts à autre chose. Et là, on revient à une question centrale. Pourquoi a-t-on autant réagi au nouveau programme d'histoire qui a été implanté? On a dit n'importe quoi à propos de ce nouveau programme d'histoire, disant par exemple qu'il... Celui implanté en 2007. Celui implanté en 2007, qui visait à déconflictualiser l'histoire du Québec. Faux. Allez même voir les manuels. Vous allez voir qu'il y en a plein de conflits, il y en a plein de tensions. Peut-on déconflictualiser l'histoire de n'importe quelle société? Peut-on même déconflictualiser notre propre existence personnelle? On est continuellement en conflit avec nous-mêmes. On n'est jamais content de ce qu'on fait. Enfin bon, c'est impossible de faire ça. Post-nationaliser, mais ce que j'ai retrouvé, moi, dans les phrases des jeunes qui sont corrélables avec les récits, mais c'est le grand récit collectif d'une nation finalement empêchée d'être. L'histoire de la nation québécoise continue d'inspirer, d'influencer énormément la conscience historique des jeunes Québécois. C'est même cardinal. Et c'est extrêmement difficile de sortir de ce canevas-là. Et on a dit multiculturaliser. Mais voilà, ça n'a rien à voir. On a dit ces choses sans se fonder sur des analyses amples, ce qu'est précisément cette étude. Mais le cours ouvrait la possibilité d'une histoire autre de ce qu'a été l'expérience historique québécoise. On est au cœur de l'équivoque de la vie, de l'équivoque de culture en tension qui s'interpénètrent, qui recherchent des façons de vivre, des formes politiques à donner à leur agissement collectif. Et donc, on est au cœur, jusqu'à un certain point, de l'imprévisibilité humaine, de cette recherche continuelle des êtres humains, finalement, de transformer leur vie sans savoir exactement ce qui leur pend au bout du nez. Il y a des rapports de force là-dedans. Et les acteurs ne sont pas toujours en situation d'équilibre. Au contraire, on est toujours en situation de tension. L'histoire n'existe pas comme quelque chose d'équilibré, mais comme quelque chose de tendu. Toujours en recherche, hein, des groupes qui veulent monter, des groupes qui cherchent à maintenir les autres dans leur position. Mobilité horizontale, mobilité verticale. On est en présence d'une représentation de l'histoire qui est peut-être pas confuse, mais qui est diffuse, qui est touffue, et qui correspond bien, me semble-t-il, à la réalité du monde des hommes et des femmes. Pour changer, infléchir différemment la situation de l'enseignement de l'histoire, donc, vous avez dit, il faut partir de cette mémoire, en remonter le cours, la déconstruire éventuellement, proposer autre chose, et vous reconnaissez, pour sortir des visions binaires du passé, et vous reconnaissez la nécessité de métaphores et de récits, comme étant un moyen, en fait, un truchement pour accéder à la connaissance historique et à la conscience historique. Et vous proposez une métaphore. Cette métaphore, ce serait qui peut-être serait appelée à remplacer, selon vous, peut-être, vous le direz, là, les récits traditionnels, c'est le Québec comme société de contact. Bon, ben oui, écoutez, ça, c'est la dernière phrase du livre, ou à peu près. Oui. Il est clair que je ne veux pas finir un livre, disons, sur une vision un peu pessimiste ou défaitiste. L'idée qui sous-tend cette idée d'une métaphore en remplaçant une autre, oui, c'est de dire que finalement, bon, on revient à la question des mots ici. L'un des mots-clés, tout à l'heure, j'ai mentionné au Québec, c'est dualité, mais ce n'est pas le seul, en fait. Il y a celui de survivance, celui de résistance. Et on pourrait... Ça, c'est des mots déjà plus connotés, effectivement. Exact, exact. Donc, révélateur d'un besoin de sentiment. Voilà. Et l'idée que j'ai, c'est de dire qu'on ne peut pas remettre en cause ou fissurer une représentation d'ensemble par
un discours qui est super nuancé ou une interprétation qui est super, je dirais, élaborée. La seule façon dont on peut s'y prendre, c'est de proposer un mot qui est aussi fort, aussi puissant par ses connotations et par ses résonances historiques que le mot que l'on veut remplacer. Alors, comment remplacer un terme comme celui de survivance, par exemple? Mais peut-être par un terme, enfin, c'est une proposition que je fais, vous avez probablement chacun vos termes, celui de contact. Encore une fois, contact ne participe pas, n'a rien à voir avec une vision angélique du passé. Un contact, c'est tout à la fois enrichissant, mais c'est contrariant. Et ça peut être vécu sur le mode de l'affrontement. Sur le mode de l'affrontement, sur le mode de la violence, sur le mode de la tension continuelle. Et là, il faudrait que vous me passiez le dernier livre, pas le dernier livre, parce que j'étais quand même content de cette dernière phrase à propos du terme contact. Vous m'excuserez de la lire. Alors, le Québec, comme société de contact, en assumant tout ce que ces contacts peuvent avoir eu et ont toujours d'avantageux et de fâcheux, de positifs et de négatifs, de conciliant et d'heurtant, de structurant et d'affligeant, de libérateur et d'assujettissant. On n'est pas ici donc dans une représentation de l'histoire du Québec qui est entièrement négative, mélancolique, misérabiliste, mais on n'est pas non plus dans une représentation du passé du Québec qui est entièrement angélique, jovialiste, positif et rosé ou rosy. Tout de même, permettez-moi d'insister, le récit historique, traditionnellement, et peut-être est-ce là le reflet de la nature humaine, n'a-t-il pas besoin de sang, de larmes, de faits de bravoure? Il faut une déportation des Acadiens pour qu'il y ait Évangéline. Il faut que ce soit il faut des faits de bravoure faux ou grossis ou avérés pour que les jeunes, si on revient à eux, vibrent au récit du passé. Oui, je pense qu'une façon probablement d'intéresser les jeunes, on peut incarner la complexité, l'équivoque, les ambiguïtés de l'agir humain dans des personnages, dans des événements. Là, vous avez raison, c'est que quand on s'adresse à des jeunes de 15-16 ans, si on ne fait qu'insister sur des processus structurants, sur des réalités abstraites, très rapidement, on les perd. Mais dans la mesure où on est capable, à un moment donné, et c'est un art enseigné, qu'on n'a pas beaucoup à l'université, mais j'imagine qu'au secondaire, les enseignants ont l'obligation de développer cet art. Donc, comment intéresser l'anecdote? L'anecdote historique, moi, écoutez, un prof d'université dit que par l'anecdote historique, on peut intéresser un partisan des structures comme moi, on peut intéresser des jeunes. Il fallait que je fasse cette recherche-là pour me convaincre moi-même, sans doute. Je suis certain que dans cette assemblée, ce soir, il y a des gens qui croient fermement, comme je le crois, que le récit, c'est-à-dire la mise en sens par la narration, est une médiation fantastique entre l'être humain et la complexité du monde dans lequel il vit. On peut difficilement échapper à la contrainte du récit pour se faire une idée de ce que l'on voit et perçoit. Donc, le récit, des bons, non pas des bons conteurs, mais des bons raconteurs, c'est-à-dire comment, à un moment donné, rendre, par le biais d'un récit, qui peut être complexe, qui peut être équivoque, qui peut être ambigu, ces espèces de complications historiques pour les faire converger dans une structure générale de compréhension. Parce qu'on ne peut pas déconstruire ni la mémoire, ni l'histoire et laisser les jeunes dans un état de déconstruction. C'est à ce moment-là que, je dirais, la mémoire va revenir par la porte de derrière. Les prêts-à-penser vont s'imposer sur les logiques rationnelles, sur les logiques raisonnables de compréhension du monde. Et c'est là que ça devient dangereux. On ferme la porte d'un côté et on entre par la fenêtre. On va aller vers le public dans un instant, mais avant d'aller vers le public, une question, Jocelyn Letourneau. Comment la nouvelle conscience historique forgée par la conscience critique, en appliquant les principes de la pensée historique et critique, peut-elle échapper au piège de la construction d'un autre récit qui cède à la rectitude politique et à une autre doxa qui succéderait à l'ancienne. Et peut-être que, disons les choses brutalement, peut-être que on a parlé tout à l'heure de l'évolution de la perception des Autochtones dans le récit. C'est tant mieux, évidemment. On n'en est plus aux images qui n'étaient même pas d'Épinal, qui étaient des images grand guignolesques. Mais comment éviter donc qu'une autre doxa succède aux anciennes qui aseptise la complexité qui nous est chère à tous les deux. Là. Bon, là, à ce moment-là, il faut entrer dans une réalité qui est spécifique, qui est celle, disons, de la société québécoise ou, disons, de la société canado-québécoise ou québéco-canadienne, qui est la nôtre maintenant, à l'heure actuelle.
Je ne suis absolument pas, mais alors là, absolument pas partisan d'un récit qui viserait à cacher sous le tapis, je dirais, toutes les violences qui ont pu marquer l'histoire canadienne. Il y en a eu de la violence dans cette histoire-là, canadienne au sens actuel du terme et au sens ancien du terme, c'est-à-dire québécois. Enfin, ceux qu'on appelle maintenant les Québécois. Il y en a eu de la violence. Cela dit, on est dans une société où les radicalismes de toute nature n'ont jamais réussi, pour toutes sortes de raisons, pas parce qu'on est naturellement pacifique, pour toutes sortes de raisons à caractère historique, prendre la position dominante dans la résolution des conflits. Jusqu'à maintenant, tout au moins. Donc, on peut en prendre la violence, c'est-à-dire qu'on peut se la faire raconter, la violence. On peut se la faire raconter, la domination. On peut se la faire raconter, l'aliénation. On peut se la faire raconter, la discrimination. Et il y en a eu dans l'histoire du Québec-Canada. Et il n'est pas question de la cacher. Mais elle n'a jamais été à ce point prégnante ou présente qu'à un moment donné, en la racontant, on peut, je dirais, ouvrir la boîte de Pandore du passé et permettre aux fantômes du passé de commencer à usurper notre présent. Les Québécois actuels s'intéressent au passé, mais ils ne considèrent pas que le legs qui leur vient du passé est un testament. Ce n'est qu'un héritage pour construire au présent la société en devenir qui est la nôtre. Donc, de nouvelles doxas qui remplaceraient les anciennes, la rectitude politique, finalement, tout ça se neutralise à partir du moment où on s'attache aux faits et à leur mise en récit. Je pense que les faits sont porteurs d'un sens qui nous permet de passer à l'avenir. Ils ne nous enferment pas dans des logiques de compréhension qui nous obligeraient finalement à revivre notre présent au passé. Résumer l'histoire du Québec en une phrase. Une phrase. Une phrase. OK. Wow! Ma façon de résumer l'histoire du Québec en une phrase, ce serait une capacité à se maintenir à travers un flot d'adversité et de défis. Pour moi, ce serait l'histoire oubliée des peuples fondateurs, en référence aux Autochtones. Le Québec, c'est l'histoire de la lutte des classes comme partout dans le monde, notamment celle de la Révolution bourgeoise manquée des patriotes au 19e siècle. L'histoire du Québec, c'est l'histoire d'un petit peuple qui a résisté et qui, en Amérique du Nord, veut faire société autrement. Bien, je dirais que le Québec, c'est la France qui réussit enfin à atteindre son idéal. Alors écoutez, on va aller vers le public. Josiane Lavallée, historienne. Vous avez raison, M. Tourneau, de dire que les jeunes, c'est pas des cruches. Mais juste un exemple, quand j'étais élève au printemps 89, là, c'est déjà il y a quelques années de ça. Juste un exemple, l'enseignante, elle nous demande pour vous, c'est quoi la crise d'octobre? Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la classe qui peut me dire c'est quoi? Fait que là, je lève la main, puis on était 32 et j'étais la seule à lever la main. Et là, à 16 ans, j'étais surprise parce que dès 12-13 ans, bon, lorsque le film Les Ordres avait passé à la télé le soir, j'avais écouté ça avec mon père. Mais c'est ça, sur 32, j'étais la seule. Oui. Et j'ai enseigné pendant 5 ans au secondaire, de moins longtemps, de 97 à 2002. Et on faisait passer des petits questionnaires au début de l'année. Et c'était très rudimentaire ce qu'ils savaient, là. Mais ce que vous dites là, disons, va dans le sens de ce que je démontre ou enfin ce que j'affirme dans l'ouvrage, notamment par le biais de cette phrase un peu spectaculaire, les jeunes savent sans connaître, c'est-à-dire que, écoutez, je serais le dernier à dire, et puis je suis tout à fait d'accord avec vous, que les jeunes ont un grand bagage ou un large bagage de connaissances historiques. C'est faux. Ils n'ont pas un large bagage de connaissances, ni pour l'histoire, ni pour l'ensemble des matières, finalement, auxquelles on les introduit dans le cursus du secondaire. Et vous savez, plus je vieillis, plus j'ai l'impression de connaître très peu de choses, finalement. On n'en connaît pas beaucoup, finalement. Et souvent, ce qu'on connaît, on l'oublie aussi rapidement qu'on en a pris connaissance. Donc, il faut, finalement, l'intelliger pour le porter à un niveau de conscience supplémentaire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que les jeunes ne sont pas dénués de représentation. Ils captent ces représentations qui deviennent en quelque sorte des structures, hein, des schèmes auxquels ils accrochent finalement plein de connaissances à caractère historique, à caractère idéologique. Il y a des amalgames, des drôles d'amalgames. Ici, on essaie de réagir par rapport à ce savoir en disant il n'est pas bon, il correspond pas à la vérité, ben on va être découragé très rapidement. Mais les gens n'ont pas toujours besoin, en tout cas en ce qui touche à l'histoire ou en ce qui touche au domaine dans lequel ils ne sont pas appelés à œuvrer quotidiennement, de connaître la vérité des choses. Ils devraient la connaître de mon point de vue, mais ils n'ont pas obligation de la connaître parce qu'ils n'ont pas besoin de la connaître pour
agir au sein de la société dans laquelle ils vivent. Et je suis pas en train de dire, j'espère enfin, vous ne pouvez pas tirer comme conclusion de ce que j'ai dit et de cette étude-là que je suis contre l'enseignement de l'histoire au secondaire. Pas aussi, enfin, je me tirerai pas certainement dans le pied. Je suis pour l'enseignement de l'histoire au secondaire et je suis pas contre la vertu non plus. J'aimerais bien que tous les jeunes soient aussi connaissants que vous l'étiez à leur âge, mais encore une fois, il faut peut-être être réaliste. Tous les jeunes ne le seront pas, mais de manière générale, à cet âge-là, ils sont en situation de découverte. Et l'important, c'est de leur en donner, de leur transmettre autant de connaissances, mais aussi de compétences, et de déstructurer un certain nombre de schémas acquis pour complexifier la chose, en espérant qu'ils engobent autant que possible, mais en sachant que tout ce qu'on donne, tout ce qu'on dit, ne leur servira pas nécessairement à vivre. Un des éléments que montre l'enquête aussi, c'est que à mesure qu'ils vieillissent, les jeunes, les énoncés deviennent moins militants, par exemple, Exact. moins carrés. Alors Exact. c'est peut-être le fait aussi de la maturité. Oui, et de l'écrémage des clientèles à chaque niveau scolaire. Mais ça veut dire peut-être aussi que le cours d'histoire, avec tous ses défauts et avec toutes ses réformes et ses contre-réformes, fait un peu son travail. Ah oui, je pense qu'on pourrait dire cela du cours d'histoire comme on pourrait dire la même chose du cours de géographie ou du cours de biologie. L'important, je pense, c'est de leur transmettre des connaissances en espérant qu'ils en fassent et qu'ils en tirent le meilleur parti possible. Mais on ne peut pas, on ne pourra jamais arriver à un état de société. On ne pourra pas avoir 8 millions de Québécois qui écrivent aussi bien que Marie-André Lamontagne. Ah. Et on ne pourra pas avoir 8 millions de Québécois qui sont aussi connaissants de l'histoire que Jacques Lacourcière peut l'être, par exemple. Et communicateur, et bon communicateur aussi. Vous avez dit au début de votre présentation qu'on pouvait être un très bon citoyen, un très mauvais citoyen en connaissant très bien l'histoire. Hein, on peut, Monsieur Conrad Black par exemple, mais qu'on pouvait être aussi un très bon citoyen sans connaître l'histoire de son pays. Oui. J'accroche un peu là-dessus parce que comment est-ce que si je connais pas l'histoire de mon pays, comment je peux interagir avec mes concitoyens? On peut être porté, je dirais, vers une solidarité au présent et vouloir construire la société dans son moment actuel plutôt que de porter le lourd ou léger passé qui nous est donné au moment où on est, au moment où on en arrive dans cette société. Juste pour vous donner un exemple, tout à l'heure, Marie-André me posait la question à propos des allophones. Je ne veux pas parvenir à des conclusions définitives à propos des allophones. Les allophones, c'est les gens qui n'ont pas appartenance, mais héritage britannique ou français. Qui viennent d'autres cultures, etc. Donc, j'ai noté, parce qu'on a fait des enquêtes dans certaines classes multiethniques de Montréal, une certaine distance de ces gens par rapport au passé québécois. En d'autres termes, ils en connaissent des éléments, mais à l'évidence, ce passé ne leur dit rien. Non seulement ne veulent-ils pas le porter, mais ils ne veulent pas non plus se situer dans la continuité de ce qu'il a été. Ce qui les intéresse d'abord et avant tout, c'est de construire la société au présent, à partir du moment actuel. Et donc, veulent bien probablement connaître comment fonctionne le système politique, comment il leur est possible individuellement de se hisser dans la mobilité sociale, mais sans nécessairement se réclamer de ce passé qui va donner sens à leur présent. Et je pense pas qu'on puisse arriver à la conclusion que ces gens-là vont se comporter en mauvais citoyens. Ils n'ont juste pas besoin de porter ce passé pour agir au présent, tout simplement. Peut-être pas le porter, mais au moins un peu le connaître. Ben, tant mieux s'ils le connaissent. Ouais. Encore une fois, voyez, moi je les prends là à un âge où ils ont beaucoup de chats à fouetter. Il n'est pas dit que si on ne connaît pas et on ne s'intéresse pas au passé à 15-16 ans, on ne s'y intéressera pas à 20-21 ans. Combien de personnes avons-nous entendu dire, mais nos jeunes, finalement, sont tout entiers pris par la musique psychédélique, enfin ça commence à être vieux, mais par la musique, appelons-la ésotérique. Et tout à coup, à 30 ans, ils n'en ont que pour la musique classique. C'est des moments de passage dans leur vie. À un moment donné, un être humain va chercher, optimalise ses connaissances par rapport à ce qu'il juge important de savoir pour vivre
dans le moment présent. Mais il faudra peut-être étudier, monsieur, on ira vers vous dans un instant, il faudra peut-être étudier peut-être plus attentivement cette réserve des allophones ou des néo-québécois, des jeunes néo-québécois par rapport à l'histoire du Québec, parce que leur jeu, comment va-t-il s'articuler aux nous Québécois? Mais j'ai noté une tendance. Oui. Elle n'est pas dominante. Néanmoins, et encore une fois, il y a des gens dans cette assemblée qui sont beaucoup intéressés à poursuivre la recherche dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le cadre d'une société qui se diversifie et qui se pluralise de plus en plus. Quel récit d'histoire pour quel Québec d'avenir? Oui. En terminant, Jocelyn Letourneau, nombreux sont les enseignants, dites-vous, les éditorialistes, les chroniqueurs, les historiens qui pressentent la perte de repères communs, la fragmentation de l'identité collective et le déclin du patriotisme national. Les choses semblent liées dans l'imaginaire populaire, disons. Les trois sont-ils forcément liés? C'est-à-dire que je pense pas qu'on soit dans un état de société où ce que je décris là est particulièrement actif. La société québécoise n'est pas au bord du processus, elle est donc on brandit des épouvantails. Du précipice, pardon. Du précipice. Elle est pas en état de dissonance telle qu'elle est au bord de l'éclatement, mais il y a des gens qui finalement et les gouvernements notamment qui considèrent, Monsieur Harper 1812 est un exemple convaincant, qui considère que si on sort de l'histoire, si on ne répète pas la même histoire, pour ne pas dire la même musique historiale aux Canadiens d'un côté, du côté de M. Harper, au Québec, du côté du gouvernement du Parti québécois, finalement, on les entraîne dans une possible disparition collective. Moi, je pense pas. Écoutez, pour être bien honnête avec vous, je pense pas à l'histoire chaque soir avant de me coucher. Et j'ai beaucoup d'autres intérêts dans ma vie que la seule histoire. Et je pense que de manière générale, les gens s'intéressent à l'histoire, y compris les jeunes. Du reste, plusieurs ont mentionné qu'ils étaient désolés, pour aller dans le même sens que Josiane tout à l'heure, étaient désolés de ne pas en savoir davantage sur l'histoire. Mais ils n'ont qu'à faire l'effort jusqu'à un certain point. S'ils ne font pas l'effort, c'est parce qu'ils ne se sentent pas obligés de le faire à ce moment-là de leur vie, mais peut-être plus tard, qui sait. Et donc, les gouvernements sont toujours à la recherche, si vous voulez, de formes de cohésion sociale qui sont optimales. Mais de mon point de vue, les sociétés ne doivent pas être trop cohésives, doivent laisser place finalement à l'initiative, à la créativité, à l'évolution des choses, et c'est bien qu'il en soit ainsi. Oui. Donc l'identité collective ne doit pas forcément s'accompagner de patriotisme, par exemple, quand on lit les trois. Là. Je pense que le Québec, à l'heure actuelle, que la question de l'identité collective à l'heure actuelle au Québec, elle est posée, mais je pense pas que le Québec est un problème d'identité. Je pense que ce qu'on appelle l'identité québécoise n'a cessé de s'actualiser depuis les tout débuts, continue de s'actualiser au contact de l'autre, en intégrant des éléments de l'autre et de l'ailleurs à son propre stock de références, et sur cette base-là est continuellement capable de se régénérer. Sauf que cette régénération, elle en inquiète certains, elle en fascine d'autres, et bon, écoutez, moi j'ai déploré effectivement, enfin ce que j'ai déploré dans le cadre du dernier débat sur l'enseignement de l'histoire, c'est probablement pas le débat comme tel. Je pense que l'histoire sera toujours sujette à débat. L'histoire a remplacé la religion au Québec. Ce que j'ai déploré et ce que je continue de déplorer, c'est l'étiquetage des intervenants dans ce débat-là. On n'intervient pas dans ce débat nécessairement. En tout cas, c'est certainement pas vrai pour tout le monde. C'est certainement pas vrai pour moi, et je m'autorise à parler pour moi-même, à partir d'une position politique partisane. Oui, très bien. Jocelyn Letourneau, une toute dernière question, une question à 10 000 $. Moi, j'en ai une pour vous après. Permettez-moi de vous la poser. Permettez-moi de la poser aux chercheurs, à l'historien que vous êtes. Vous avez fait tous ces travaux, vous en ferez d'autres. Existe-t-il une chose telle que la vérité historique? 10 000 $. Non. 20 000 $. Il n'existe pas une seule vérité historique parce que l'histoire est vécue, perçue, communiquée, mise en sens
par différents acteurs qui participent de cette réalité ou de cette factualité historique, et tout ça en même temps. Et je pense, écoutez, le meilleur exemple ce soir, on ne peut pas nier le fait que je sois ici, que Marie-André soit ici et que vous soyez ici. Mais qu'est-ce qui restera dans votre tête de l'événement de ce soir? On aura probablement 35 interprétations, 35 perceptions différentes qui seront probablement toutes vraies les unes les autres. Mais on ne peut pas dire qu'on n'a pas été ici ensemble ce soir. Hein? Voilà. Dieu merci, on n'a pas à en faire un manuel du contenu de ce soir. Jocelyn Letourneau, je vous remercie. Je rappelle l'ouvrage qui nous a mobilisés ici ce soir, que je vous invite à lire, évidemment. Je me souviens, le passé du Québec dans la conscience de sa jeunesse, à lire et surtout à potasser, en fait, comme un vrai sujet, puisqu'il y a des données, il y a toutes sortes de pistes de réflexion, d'interprétation. Tout ça est présenté clairement, et vous montrez aussi les limites de votre échantillon, enfin la nature de votre échantillon. Alors tout ça est très très instructif. Ça donne du grain à moudre à ceux qui réfléchissent à l'histoire. L'autre titre, et c'est paru chez Fides, l'autre titre, Le Québec entre son passé et ses passages, ça remonte à 2010. C'est un recueil d'essais. Alors ce soir nous étions à la librairie Olivieri. Vous pouvez retrouver donc l'essentiel. Vous voyez, il y a eu une captation, donc il y a une trace qui existe. On pourra se mettre d'accord avec ce document sonore et visuel. Donc sonore, Radio Spirale, la radio Internet. Vous pouvez vous pourrez réentendre dans quelques temps le contenu de la soirée, questions y compris, et aussi Canal Savoir, la chaîne spécialisée qui était là ce soir et qui donc a enregistré nos propos. Et vous allez sur le site web de Canal Savoir et vous revoyez le tout. Voilà. Et puis il y a bien sûr Canal Savoir, cette bonne vieille télé que l'on peut regarder. Merci beaucoup, Jocelyn Letourneau. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous tous de votre attention. Ben, je voulais tout simplement poser à Marie-André cette fameuse question que j'ai en tête depuis plusieurs années. Si vous aviez, Marie-André, à résumer l'histoire du Québec en une phrase, que diriez-vous personnellement? Mon compagnon me l'a posé parce que quand je préparais le sujet, et j'ai répondu que vous donniez 45 minutes aux élèves pour répondre, en tout cas certainement pour la mise en situation, et j'exige d'avoir mes 45 minutes pour le faire. J'aime, sans être moine moi-même. Ah oui. C'est bien que ça soit. Mais vous êtes à Montréal maintenant ou à Gatineau? Non, mais ça, je ne savais pas. À la prochaine. Comment ça va? Ben oui, ben oui. Très bien. Honnêtement, je suis évidemment, le débat ce soir, c'est un débat oral. Il faut être aussi nuancé. Et je pense qu'on peut juste à gauche.